L'entracte entrevue. On est super content de le retrouver cette semaine. D'ailleurs, on vous a présenté dans les dernières minutes les extraits d'Anthony Auclair, justement en vue du Super Bowl. On est à moins d'une semaine du grand match du Super Bowl. On reçoit l'agent d'Anthony Auclair et de Laurent Duvernay-Tardy, Sacha Gavami. Bienvenue à l'entracte. Mais merci à vous autres pour l'invitation. Je suis super content de participer à cette émission-ci. Écoute, Sacha, à moins d'une semaine justement de ce Super Bowl-là qui va avoir lieu à Tampa Bay, on a eu les commentaires d'Anthony Auclair il y a quelques jours de ça, justement, en conférence de presse. Je veux savoir, toi, en tant qu'agent, comment ça se prépare, justement? Est-ce qu'il y a comme une fébrilité avant ce match-là? Oui, ben c'est sûr que je pense que le Super Bowl, je l'ai vécu l'année passée avec Laurent, c'était tout un événement, mais moi, dans mon travail, je l'aborde comme un autre match. C'est sûr que l'attention médiatique est beaucoup plus portée vers le match du Super Bowl. On dirait que j'avais comme oublié c'était quoi le tourbillon médiatique qui entourait le Super Bowl. L'année passée, c'était fou, mais on dirait que c'était comme plus loin dans ma tête. Je l'avais mis de côté là, quand les Bucks ont gagné. Puis là, je voyais ce qui arrivait pour Anthony. Je dis, OK, on recommence. Fait que, mais c'est le fun. Je dis ça, mais je suis tellement choyé puis, de faire ce que je peux faire, puis de faire ce que je fais dans la vie, puis de continuer à travailler avec des bons athlètes, mais des bonnes personnes. Puis je me sens très chanceux là, de faire partie de ça. Là, il y a Laurent qui a pris une année sabbatique pour s'occuper des gens qui ont la COVID ici au Québec. Il ne pourra pas jouer au Super Bowl, évidemment. As-tu l'impression qu'on manque une occasion de voir deux Québécois s'affronter? Bon, Anthony, nécessairement, il va être plus sur le banc, mais quand même, là, ça aurait été quelque chose de fou pour le football au Québec, là. Ouais, c'est drôle parce que depuis 2017, je rêve à ce match-là. Même pas un Super Bowl, je me disais un match en saison régulière. Puis je me disais, imagine si un jour les Anthony affrontent Laurent au Super Bowl. Mais bon, évidemment, cette année a été une année particulière à bien des égards. Puis c'est sûr que ça aurait été le fun. En même temps, ça m'évite de devoir choisir un camp. Donc, ça me permet de rester focus sur. Puis je veux vraiment que les gars connaissent du succès. Puis l'année passée, Laurent l'a eu. Puis je souhaiterais qu'Anthony aille chercher son championnat, sa bague cette année. Ça serait vraiment bien mérité pour quelqu'un qui a travaillé tellement fort pour se rendre où il s'est rendu. Mais Laurent a pris une belle décision. Moi, je la respecte à 100%, je la comprends. Puis je pense qu'il faut pas. C'est facile de dire si, qu'est-ce qui serait arrivé, mais en même temps, il faut profiter du moment. Puis je pense que Anthony, c'est son moment de le vivre présentement. Mais tu parlais de la décision de Laurent. Là. Est-ce que tu t'y attendais un petit peu, le connaissant avec sa personnalité, que c'est un gars qui a le cœur sur la main, ou ça a quand même été une surprise, ça t'a saisi quand tu l'as su? J'étais pas surpris. J'étais pas surpris. Connaissant Laurent aussi bien que je le connais, ça m'a pas surpris qu'il me parle de ça. Mais par contre, prendre une décision de la sorte, c'est pas une décision qui est facile à prendre. Puis, il y a une chose à en parler, il y a une chose à dire qu'est-ce que tu penses de ça, Sach? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Puis la question, c'était comment toi tu te sens? Puis évidemment, il a pris le temps de réfléchir. Puis pour lui, la meilleure décision, c'était de ne pas jouer cette année. C'est sûr que ça lui manque. C'est sûr que de voir ses coéquipiers au Super Bowl puis de ne pas être là, c'est difficile, mais c'est une décision. Quand il a pris la décision, les Chiefs, c'était pas une mauvaise équipe qui a pris la décision. Ils savaient qu'il y avait des bonnes chances de retourner au Super Bowl, puis la décision était prise en connaissance de cause. Mais donc, je n'étais pas surpris qu'il pense à ça. C'est sûr que tu ne peux jamais t'attendre à ce que quelqu'un prenne une décision de ça parce que c'est une grosse décision. Donc, je pense que c'est important, ça. Puis tu parlais de Laurent, justement, Laurent Duvernay-Tardy, tu es agent pour lui. L'an passé, bon, ça a été la première expérience Super Bowl. Je veux savoir, parce que oui, tu es agent de joueur avant tout aussi, mais tu es un grand fan de sport. Comment c'était pour toi de voir les remontées contre Houston, contre les Titans du Tennessee et de voir les Chiefs arriver jusqu'au bout? Est-ce que tu étais capable de dormir les samedis soirs avant les games? Je t'avoue que contre Houston, l'année passée, c'était le premier match, tu sais. Là, tu vois, je pense qu'il perdait, il perdait 21, en tout cas, c'était par 3 touchés ou presque, là. Exact. Puis, tu te dis, bon, OK, c'était le fun, peut-être que ce sera l'année prochaine, tu sais. Puis là, boum, la remontée. Fait que là, tu te dis, OK. Là, après ça, contre Tennessee, il commence à perdre. Là, tu te dis, OK, là, il remonte. C'est sûr que c'est stressant. T'sais, je pense que le moment culminant, c'était au Super Bowl parce que cette remontée-là, dans les matchs contre Houston, contre Tennessee,
à la demi, on se sentait en bonne position de gagner le match. Si tu es fan des Chiefs, là, tu te disais, bon, à la demi, là, à la mi-temps, ça va bien, on va gagner ce match-là. Mais contre les 49ers, ça a pris du temps là, avant qu'ils se réveillent. Ça a pris du temps, puis c'était au 4e quart, puis j'entendais des gens en arrière de moi, des gens que je connaissais pas dans les estrades, qui étaient là, bon, c'était une belle saison, mais c'est pas grave, c'était le premier Super Bowl de Mahomes, il va la gagner la 2e année. Tout. Puis là, je commençais à me dire, il y a peut-être raison, c'était peut-être pas cette année, c'était peut-être l'année prochaine. Puis là, honnêtement, faudrait que je réécoute le match parce que la fin de match est encore très floue dans ma tête parce que tu vis tellement d'émotions, puis t'es comme, tu vois l'équipe, tu vois qu'elle remonter, tu vois que tout, dans le fond, ton scénario, c'est comme fan de foot, puis j'imagine que vous écoutez le foot assez souvent pour comprendre, quand il reste 8, 9, 10 minutes, tu te dis, OK, mais on a encore une chance, si ça arrive, ça arrive. Il faut marquer un toucher, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils reprennent le ballon, il faut qu'ils restent après 5 minutes, il faut qu'ils remarquent un toucher. Fait que tout se rende en séquence. Mais on se dit toujours ça, puis c'est combien de fois ça arrive comme ça? Très rarement. Mais là, c'est arrivé. C'est arrivé au bon moment. Mais tu parlais justement de ça juste avant qu'on entre vraiment dans ta carrière. As-tu eu la chance après d'assister à un gros party de l'équipe? As-tu eu la chance de toucher le trophée Lombardi? Non, le trophée Lombardi, non. OK. En fait, on avait le choix d'aller dans un party à l'hôtel des joueurs. Il y avait un party, je pense qu'il avait invité un artiste hip-hop connu. J'essaie de me rappeler, je ne me rappelle plus si c'était... en tout cas, c'est pas important, là, mais un chanteur très connu puis pour l'hôtel. Finalement, j'avais organisé dans la semaine qui se précédait, j'avais réservé un restaurant au complet dans le fond, qui était fermé, mais qui est ouvert juste pour nous, pour les amis et la famille à Laurent. Fait qu'on a fait un beau party. Dans le fond, probablement, le dernier party que j'ai fait, ou un des derniers que j'ai fait avant la COVID. Ouais. Puis c'était vraiment le fun. Fait que Laurent était là avec toute la famille, ses amis et tout. Puis on a célébré, mais c'était pas avec le trophée. Le trophée, c'est pas comme la Coupe Stanley. Le trophée, il se promène pas entre joueurs. Là. Ça reste avec, dans le fond, ou avec l'équipe, je crois, où ça demeure, mais ça sort pas de là. Donc, voilà. Sacha, moi, je veux savoir, les jeunes qui sont fans de football, souvent, ils veulent jouer au Super Bowl. Ils veulent aller au Super Bowl pour être dans une équipe. Toi, depuis que tu as 12 ans, que tu veux être agent de joueur, d'où ça vient, cette passion-là? Comment c'est arrivé dans ta tête, ça? Ouais, moi, j'étais un sports geek, tu sais, vraiment, là, j'écoutais Sport 30, Sport Center, tu sais, à l'époque, je pense même que c'était pas Sport Center, le TSN, je faisais Sports Desk, puis t'avais Sportsnet Central, tu sais, fait que je les écoutais en rafale, tu sais, mes vacances d'été, là, le matin, je me levais, puis j'avais tellement hâte aux vacances d'été, parce que oui, tu t'amuses avec tes amis et tout, puis tu fais du sport, mais, tu sais, le matin, je me levais, puis là, j'écoutais pendant 2-3 heures, sans devoir aller à l'école, j'écoutais, tu sais, des nouvelles du sport, puis à un moment donné, tu sais, je m'intéressais au sport professionnel, mais j'étais un joueur de tennis, mais j'aimais beaucoup jouer au tennis, puis j'ai joué à un bon niveau, mais je pensais pas donner pro avec ça, mais j'ai découvert comme, tu sais, les contrats, les échanges, tout ça, puis là, j'entendais parler de l'agent d'un tel, l'agent d'un... J'ai dit, c'est quoi que ça fait un agent? Puis j'ai comme compris que c'était le métier qui était dans le monde du sport professionnel, aidait les athlètes, mais dans la partie plus business, dans la partie plus légale, la négociation de contrats, les appels, l'espèce de, tu sais, l'intensité du point de vue de business, si on veut. Fait que là, je dis, oh wow, ça a l'air trippant, ça. Mais tu sais, tu penses que tu sais ce que c'est quand tu as 10-12 ans, mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est comme métier. Tu as comme cette idée-là de c'est quoi, mais tu dis, bon, on verra avec le temps. Puis, mais tu sais, moi, j'ai fait mes études au secondaire au cégep, puis j'étais allé en droit à l'université dans le but de devenir avocat, pas de devenir agent, parce que je me suis dit, c'est quoi les chances que je devienne agent de joueur un jour? Ils sont minces, puis même si ça arrivait, ben, au moins j'aurais ma licence, mon bac en droit, puis je serais avocat, mais c'était vraiment pour devenir avocat. Puis bon, la vie a été ce qu'elle est, puis j'ai eu mon opportunité avec Laurent, puis ça a commencé là. Puis on s'entend qu'entre 12 ans et 22 ans, il se passe juste 10 ans. Tu arrives à 22 ans, tu te dis ah, moi je suis agent, puis ce gars-là va devenir le joueur le plus populaire de toute la NFL. C'est quand même pas pire, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là, en fait? Là, par quelles étapes tu as passé? Puis c'est comment on sent quand finalement on a notre premier poulain qu'il peut aller loin, là, tu sais? Ben, la naïveté m'a beaucoup aidé. Ah ouais? L'inexpérience et la naïveté ont été mes plus grands alliés dans ce processus-là. Parce que, tu sais, quand j'ai su que Laurent il y avait des agents qui le contactaient puis il voulait voir s'il pouvait faire affaire avec moi, j'avais 21 ans. Puis, j'étais arrivé, c'était mi-juin, je l'ai rencontré.
puis j'ai montré mon plan. Un plan basé sur ce que je connaissais du sport et de la NFL, sur mes recherches. Pas basé sur une expérience quelconque. T'sais, on était vraiment deux jeunes insouciants qui avaient un plan qui était déterminé, mais un faisait confiance à l'autre d'une façon extrêmement aveugle en se disant, ben, lui va faire sa job, moi je vais faire la mienne, puis ça va bien aller. Puis, moi, quand j'ai regardé Laurent, puis j'ai vu ses tests ses testings au niveau des tests de combine, si on veut, qu'il avait fait en Ontario dans le cadre d'un match d'étoiles pour l'Université canadienne, j'ai comparé ça avec les joueurs de ligne offensive repêchés, puis il se comparait aux joueurs repêchés en première ronde. Wow. Tu regardes ses mesures, puis tu te dis, ah ben là, fait que là, tu te dis, ben, OK, mais il va aller dans la NFL. Mais comme tu commences stupide de penser comme ça, que maintenant que j'ai de l'expérience un peu, c'est pas juste ça que ça prend, mais avec Laurent, c'est que je le connaissais tellement bien que je me disais, tu sais, ce gars-là, il est tellement intelligent, puis il est tellement un bon athlète que, tu sais, apprendre le livre de jeu de la NFL, c'est pas ça qui va être tough, puis il va l'apprendre, puis il a des capacités physiques qui s'apprend. Puis je me dis, en plus, étudier en médecine, je veux dire, ça serait une belle histoire, sans penser que ça allait donner comme Sports Person of the Year, puis tout ça, là, tu dis, ah, ça ferait cool, là, tu sais, les gens vont suivre ça, ils vont embarquer là-dedans. Mais j'étais tellement sûr de ma shot que le seul moment que j'ai commencé à avoir un doute, vous allez rire, c'est rendu au début de la 6e ronde du repêchage, là, je commençais à me dire, ah, ça se peut-tu que ça fonctionne pas? Mais dans ma tête, c'était comme, bon, avant ce moment-là, je pensais pas à l'option que ça fonctionne pas, c'était plus... C'est sûr que ça va marcher, mais finalement, il a été repêché puis il a trouvé sa place. Donc, voilà. C'est quand même particulier parce que, écoute, je lisais même à quelque part que tu étais en voyage au départ, là, quand tu as été nommé. Ben, en fait, tu as commencé à avoir les discussions pour être l'agent de Laurent. Tu es revenu d'un voyage, puis vous aviez un ami commun qui vous a dit, écoute, je pense que tu devrais prendre l'appel de Laurent parce qu'il y a quelque chose à te demander. Ouais, c'était drôle. Moi, je faisais ma dernière session à l'université en droit. J'ai décidé d'avoir du fun puis d'aller faire une session à l'étranger en Australie. Fait que j'ai fait un échange où je suis allé faire ma dernière session universitaire en Australie, à Perth, à University of Western Australia. C'était fou. C'était vraiment le fun. Puis, rendu au mois de mai, je commence à voir des articles de Laurent qui performent bien. Puis, je suis comme, ah, man, c'est cool, félicitations, tu sais. Puis, c'est un soir, un de nos amis communs que je FaceTime avec, puis qui me dit, ouais, fait que comme ça, Laurent, il aimerait ça que tu sois son agent. Puis, je dis, de quoi tu parles? Là, il dit, ouais, mais on t'allait prendre bien avec, puis il m'expliquait ça, là, des agents qui courent après, des équipes NFL qui ont appelé à McGill, mais il les connaît pas, les équipes, puis il connaît pas les agents, mais il aimerait ça de parler. Puis là, c'était comme, pour moi, c'était comme 11h le soir, heure locale pour moi. Mais Laurent, à l'époque, là, il est rendu beaucoup meilleur. À l'époque, lui puis un cellulaire, ça faisait 2, là. J'essayais pas de le rejoindre. Fait que là, j'essaie de l'appeler, oublie ça. J'essaie de le texter, oublie ça. Là, j'avais borderline stalker, là, harcelant, là, au bout. Là, je dis, là, Messenger, j'envoie les métiers. Je dis, appelle-moi, s'il te plaît. Fait que là, il m'appelle. Il dit, comment ça va ton voyage? Oublie le voyage. Je dis, c'est quoi qui se passe, là? Non, ça, je comprends pas, là. Il dit, ça a l'air qu'il y a des équipes NFL qui appellent, mais je les connais pas. Puis, je sais que tu as toujours voulu faire ça, puis ça serait le fun peut-être qu'on travaille ensemble. Je dis, là, t'es sérieux dans ce que tu dis? Oui. Fait que j'ai préparé mon plan, puis j'ai changé mon vol pour revenir plus tôt, puis je l'ai rencontré, puis ça a commencé comme ça. Ouais. Et Sacha, la première fois que tu t'assois dans un bureau, je ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais que tu as les boss des équipes en avant de toi, tu n'as jamais fait ça de ta vie, comment tu te sentais? T'étais-tu stressé ou tu avais comme encore cette naïveté-là que tu as fait « on va y aller, let's go ». Première fois que j'ai dû vraiment voir des dirigeants de la NFL, c'était au East-West Shrine Game, qui est le match des étoiles que les joueurs canadiens, deux joueurs canadiens par année sont invités. OK? C'est aux États-Unis, c'est en Floride, et Laurent avait été invité à ce match-là. Et puis, c'était drôle parce qu'on arrive, puis c'est la première pratique, puis je suis sur la ligne de côté. Puis, tu sais, écoute, je regarde des photos. Puis, tu sais, quand tu regardes des photos de toi, tu te dis, oh mon Dieu, de quoi j'ai l'air, mais c'est vraiment ça. Il y avait une espèce de polo orange fluo là, qui sortait. Puis, c'était mon polo. En tout cas, c'était pas super, là, mais ça faisait la job. Puis, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me voir, puis il dit, excuse me, tu sais, je dis, oui. Il dit, est-ce que c'est toi, Sacha? Je dis, oui. Il dit, ouais, bonjour, en anglais, évidemment. Il dit, je m'appelle, moi, c'est Thomas Dimitroff. C'était le directeur général des Falcons.
Là, je dis oui, je sais vous êtes qui. Et puis, écoute, je sais que tu travailles avec Laurent, puis moi aussi, je viens du Canada, j'ai grandi à Guelph, puis en tout cas, je vais me présenter, puis je vais t'introduire aussi à le DG des Jaguars, Dave Caldwell, il est ici. Là. Je suis dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? C'est quoi ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais, tu sais, je dis ça, puis c'est des belles anecdotes, mais, tu sais, à un moment donné, tu réalises, il faut que tu réalises très vite que ces gens-là ont un travail à faire, puis toi, il faut que tu comprennes que ces gens-là, c'est des gens qui travaillent dans le même milieu que toi, mais c'est juste que le sport est médiatisé. Mm-hmm. Et je donne souvent la même analogie. Je dis, tu sais, si les gens s'intéressaient beaucoup à ce que les comptables faisaient, ben les comptables seraient connus aussi. Mais le monde du sport fait en sorte que le sport est très connu parce que les gens, ils suivent ça. T'sais. Pourquoi est-ce que l'entraîneur-chef du Canadien est suivi? Parce que les gens, ils suivent les coups de Canadien. Fait, quand tu ramènes ça à la base, ben, tu es capable, d'après ça, de ne pas être impressionné par tout ça. Mais c'est sûr qu'au début, j'étais comme un enfant le matin de Noël. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est correct, ça a fonctionné. Mais si t'es pas impressionné par nécessairement des individus qui sont hyper médiatisés, hyper connus, quand même bien t'arrives dans un bureau d'un DG puis ça se brasse des millions sur cette table-là. Là. C'est quoi de dealer des contrats de cette ampleur-là? C'est plusieurs dizaines de millions, c'est quand même incroyable. Là. Ouais, mais c'est pas moi qui choisis le marché. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, mettons que je négocie la Ligue canadienne, là, la Ligue canadienne. Ouais, mais, je veux dire, quand tu négocies des 1000$ dans la Ligue canadienne, tu te dis, c'est pas des gros chiffres, c'est pas grave. Ouais, mais c'est parce que moi, je regarde pas le montant d'argent. Moi, je regarde toujours par rapport au marché. Fait que moi, je vais perdre des fois du sommeil sur un contrat où est-ce que j'aurais aimé ça aller chercher un 3000 de plus dans les canadiennes parce que sinon, je trouve qu'il est sous-payé. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais dans la NFL, oui, c'est à coup de millions, mais le marché est différent aussi. Oui. Tu sais, fait qu'exemple, tu regardes un contrat comme, on parle beaucoup du contrat à Laurent, mais le contrat d'Anthony Auclair qui a signé l'année passée pour un contrat d'1 an, je veux dire, on a réussi en 4 ans à aller chercher une compensation totale équivalent à ce qu'il aurait été cherché s'il y avait été un choix de 3e ou 4e ronde. Wow. Tu sais, fait que ça fait en sorte que tu te dis, bon, mais tu sais, j'ai été chercher quand même une belle opportunité pour lui. Mais moi, je ne regarde pas ça sur le nombre de millions. Tu sais, je veux dire, négocier un contrat que Patrick Mahomes a négocié, c'est impressionnant de voir les chiffres, mais oui. Ça reste que quand tu le break down et tu regardes au marché, je veux dire, enlève des zéros, là, puis ramène ça avec un montant plus familier pour l'œil, puis ça l'impressionne moins les gens, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que tu regardes par rapport au marché. Fait que si le meilleur carrière, il est payé 25 millions par année, puis toi, tu es le meilleur carrière de la Ligue, puis l'offre et la demande, tant que 30 millions par année. Oups. 30 millions. C'est pas moi qui l'établis, 30 millions. On t'a perdu un peu, là? Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Je peux t'accrocher ton micro ou quelque chose, là, mais c'est super intéressant. Mais quand même, au bout de la ligne, là, c'est des montants faramineux pour les gars qui. Il faut que tu sois un bon négociateur en tabarouette parce que le gars de l'autre bord, là, c'est des millions qui sortent de sa poche. Je veux pas qu'il sorte de la poche de son boss. Là. Des fois, est-ce que. C'est-tu comme dans l'ancien compte, Thibault? Je sais pas comment poser ma question, mais c'est-tu comme dans l'ancien compte que là, il. Je pense que. Ouais, je pense que la NFL a quand même une grosse structure. C'est rare que tu négocies avec le DG directement. Tu vas négocier avec la personne qui s'occupe des contrats. Mais moi, ce que je dirais, c'est regardez-le pas du nombre de millions, regardez-le par rapport à un pourcentage de la masse salariale. OK, ouais. Ça, je pense, ça aide beaucoup. Ça aide. Les gens qui suivent le sport, s'ils commencent plus à regarder c'est quoi le pourcentage que je paye. Donc, exemple, on va parler du Canadien, là, on peut parler de hockey, ça, je peux en parler toute la journée si on veut. Okay? Mais ça, c'est pas de problème. Mais si tu regardes, mettons, Bergevin et son équipe, quand ils regardent les salaires, eux autres estiment, ce joueur-là, si je le paye tant, il représente combien de ma masse? Parce que si tu prends trop grand pourcentage de ta masse, bien, il va en rester moins après ça à distribuer. Exemple, sans lancer de flèche, les livres de Toronto. Mais quand tu dépenses comme les livres, puis tu as 5 gars qui coûtent au-dessus de 50% de ta masse, bien, il en reste moins pour équilibrer l'équipe. Fait que c'est une question de pourcentage de masse par rapport à ça, puis c'est une question de priorité. Fait que l'équipe NFL qui négocie à coups de millions, bien, ils vont toujours le regarder selon qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour cette position-là, pour nos besoins, puis comment ça peut représenter le pourcentage de notre masse. Fait que c'est là beaucoup que ça se joue, je vous dirais. Puis que c'est là que moi, ça m'aide, parce que c'est sûr, sinon, les zéros, là, tu peux te perdre. Oui. Mais moi, souvent, mon travail avec les joueurs, c'est justement, c'est beaucoup d'argent. Fait qu'ils sont peut-être prêts à prendre moins parce qu'ils sont comme, ben, c'est déjà beaucoup d'argent, ça. Moi, je dis oui, mais
on peut peut-être aller chercher plus parce qu'il faut aller chercher ce qui est fair pour le marché. Ouais. Ouais, puis t'as le côté humain là-dedans aussi, là, tu sais, si le gars, il est bien, je sais pas, moi, un gars, il veut jouer à Calgary, puis il est bien à Calgary, puis il est prêt à accepter moins d'argent pour jouer à Calgary, tu sais, toi, tu deals avec ça, faut que tu deals avec ça. Et c'est correct, puis c'est un excellent facteur. Je veux dire, Laurent qui a signé au Chiefs, c'est un beau contrat, mais si on avait attendu un an, puis on avait testé le marché, est-ce que vous pensez qu'on aurait peut-être allé chercher plus? Sûrement. Possiblement. Sûrement. Fait, mais il y avait un point là-dessus, c'est que tu l'as plus tôt, tu as ta sécurité d'emploi plus tôt, tu es dans une équipe que tu as du succès. Pourquoi changer d'équipe si tu connais du succès? Tu sais, c'est changer pour changer. On en a vu dans tous les sports faire ce changement-là puis qui n'est pas bénéfique. Ben oui. Si tu es dans un endroit qui te fait connaître du succès, donc est-ce que pour la différence d'argent qui est peut-être minime des fois, ça vaut la peine de changer? Peut-être pas. Donc, il y a plein de facteurs à considérer dans le travail d'un agent, de regarder c'est comment on veut l'avancer. Fait que je pense que c'est super important. Et Sacha Gavami, bon, en tout, tu as quand même près d'une quarantaine de clients, que ce soit dans la NFL, mais aussi dans la Ligue canadienne de football. Même en conférence, tu parles de l'art de négocier, un peu comme tu parlais à Tom et à Alex. Je veux savoir, en tant qu'agent, c'est comment de vendre des produits québécois qui sont peut-être, comment je pourrais dire, un peu moins populaires aux yeux, exemple, des clubs américains. Tu sais, souvent, on va voir la NCAA au football, peu importe. Comment tu fais pour dire, écoute, moi, j'ai des produits québécois qui sont super talentueux et ils peuvent jouer dans votre ligue? C'est toujours un défi. C'est mon plus gros défi dans ce métier-là. C'est le processus de repêchage. C'est toujours à refaire. C'est vraiment, c'est le fun, mais ça prend beaucoup d'énergie. Parce que tu dois toujours essayer de démontrer aux équipes, regardez-le, ça vaut la peine, regardez-le. Puis le succès de Laurent, le succès d'Anthony, le succès de David Onyemata, David Foucault, Élie Bouka, Mathieu Betts, Marc-Antoine Dequoy, ça aide beaucoup. Mm-hmm. Parce que ils sont capables de voir que oui, OK, il y a du talent ici. Fait qu'on ne perd pas notre temps à regarder. Oui. Fait que quand j'appelle les équipes et que je dis hey, je pense qu'il y en a un bon de regarder, ils regardent. Fait que ça, c'est un grand défi, Kevin. Puis je pense que c'est là que souvent mon travail est différent des autres. C'est que, tiens, mettons un joueur NCAA bien établi, mais tu le représentes, mais après ça, tu laisses le processus se suivre, le joueur va se faire repêcher, ou c'est correct. Mais moi, c'est pas que je dois travailler, je suis meilleur ou c'est pas que je suis meilleur, c'est pas que c'est juste que ils sont pas connus de facto, ces joueurs-là. Fait qu'il faut que tu les pousses. Mais le joueur qui joue dans la SEC, là, qui joue pour Auburn ou qui joue pour Alabama, quand un agent ou pas, là, il va être connu. Ben oui. Fait que je veux dire, Trevor Lawrence, là, il pourrait décider de ne pas signer avec personne, puis il serait repêché probablement first overall, pareil. T'sais. Fait que ça dépend vraiment de tout ça. Mm-hmm. Puis tu nous en parlais un petit peu là, hors de l'entrevue, tu as comme une espèce de deuxième volet à ton entreprise qui est d'aider les joueurs, les étudiants athlètes finalement à aller percer aux États-Unis. Parle-moi un petit peu de ce volet-là qui est quand même important dans le développement des joueurs. Là. Ben, moi j'ai parti de l'entreprise avec ma mère il y a 2 ans et demi, le focus était vraiment sur l'université américaine et canadienne. C'est-à-dire, c'est sur le volet universitaire. C'est que ce qu'on voulait, c'est aider les jeunes athlètes de tous les sports à utiliser leur sport comme levier pour aller atteindre des hautes études. Fait que ça me sort du pro, puis ça ramène un focus vraiment purement scolaire, universitaire comme focus. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on travaille avec des jeunes de plein de sports. On a du golf, on a du tennis, on a beaucoup de hockey, on a de la crosse, on a du soccer, on a du foot un peu, on a du basket. La natation, l'athlétisme. Fait qu'on travaille avec des athlètes de différents sports. À peu près 46, 47 jeunes présentement avec qui on travaille. Puis, ça permet d'aider à naviguer à travers tout le processus universitaire puis savoir où est-ce qu'ils peuvent se placer. Donc, c'est le fun parce que c'est vraiment focus études. Moi, je suis un grand fan de ça, le sport universitaire, puis je pense qu'il y a tellement de débouchés intéressants tant aux États-Unis qu'au Canada. Puis, c'était une façon pour moi de me diversifier dans d'autres sports parce que les gens me connaissent pour le foot, mais ça reste que j'ai grandi en écoutant le hockey, en écoutant le baseball, en écoutant le basket, en écoutant le football. Je veux dire, Laurent aurait pu être un athlète dans un autre sport, puis peut-être qu'aujourd'hui qu'on se parlerait de les séries mondiales, s'il y avait joueur de baseball, peut-être qu'on se parlerait. Je suis tombé dans le foot, pas par choix, mais par plus l'opportunité était là, fait qu'on est allé là-dedans, mais ça reste que le monde du sport, c'est vaste, puis d'aider les jeunes à atteindre ces objectifs-là, je trouve ça super intéressant. Mais là, tu fais ton nom dans le foot actuellement avec Laurent, avec Anthony. Ouais. Tu as un joueur, je sais pas moi, de hockey qui s'en va à l'université, qui finalement, crime, il y a du potentiel, s'en va dans la LNH. T'as-tu toutes toutes les compétences, c'est-à-dire pour devenir agent dans la LNH, dans la PGA? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut mélanger les sports comme ça quand on est agent? Tu peux, mais moi, je mélange pas les sports. Moi, je suis dans le foot, puis ce que je fais pour l'universitaire, c'est pour l'universitaire. Si après ça, les jeunes sont assez bons pour jouer au pro, au hockey,
qu'ils choisissent l'agent avec qui ils veulent travailler. Moi, le but, c'est pas d'avoir d'autres joueurs pour le pro. Moi, c'est une entreprise complètement différente. Moi, c'est... Mon frère a fait son université aux États-Unis. Il joue au tennis, universitaire Division 1. Il cherche un bac en génie physique. J'ai vu son parcours. Ça m'a beaucoup impressionné. Puis ça m'a beaucoup inspiré. Puis j'ai dit, tu sais quoi? On devrait être capable de faire ça au Québec de plus en plus. Ça devrait plus faire les manchettes quand un jeune passe aux universités américaines, exemple, dans un sport. Ça devrait être quelque chose de plus régulier, plus habituel. Puis, c'était vraiment dans cette optique-là, mais c'était pas pour me créer un pipeline de joueurs et d'athlètes pro. C'était vraiment dans une optique d'aider les jeunes, comme j'ai dit, utilise ton sport comme levier pour aller atteindre des hautes études. Va chercher un bac qui a de la valeur, avec des opportunités que tu n'aurais peut-être pas eues. Tu sais, on a un jeune joueur de hockey qui est commis à Harvard. Tu sais, tu vas aller jouer au hockey à Harvard. Tu peux avoir mieux que ça. Tu sais, on a un golfeur qui s'en va en Floride dans une belle université, puis elle va jouer au golf 12 mois par année, tout en ayant un bac de valeur. Tu sais, on en a un autre joueur de baseball qui joue en Californie. Fait ça dépend de chaque scénario. On a un joueur de cross qui, lui, voulait aller en génie mécanique. Il y a des offres américaines, puis il y a des offres canadiennes, puis il est dans une des meilleures écoles de génie mécanique au Canada, mais il allait à l'Université du Canada. Fait que c'est ça qu'on veut encourager. Dans le fond, profite de tout ton travail dans le sport qui va peut-être ouvrir des portes dans les études que tu n'aurais peut-être pas eues sinon. Puis peut-être, justement, pour continuer là-dessus, tu es agent de joueur, ça c'est clair, mais de manière générale, c'est qui les prochains, justement, les prochains Anthony Auclair, les prochains Laurent Duvernay-Tardy? Est-ce qu'il y en a, justement, des jeunes en ce moment qui sont au niveau universitaire que tu vois aller puis tu te dis, hey, eux autres, dans 2-3 ans, là, ils vont être justement dans la formation partante d'un club NFL? Écoute, je pense que je ne veux jamais comparer à des gars existants. Je pense que c'est important, les joueurs de foot, s'ils écoutent, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est d'aller étape par étape. Si tu penses trop loin, puis Laurent, c'est l'un des... Ce que j'ai appris de lui, ce qui a fait son succès, il pensait jamais au repêchage. Lui, là, la première fois qu'il m'a parlé du repêchage, c'était probablement une semaine du repêchage. Ah ouais. Comme il était vraiment, OK, on va aller étape par étape, on verra qu'est-ce qui arrive. Puis je pense que dans les universités canadiennes, québécois, on a du talent. Mais il y a du talent, mais il faut le développer. Il y a des joueurs, il faut qu'ils se développent plus, il faut qu'ils fassent plus, il faut pas qu'ils se fient juste sur leur grandeur, leur physique, il faut qu'ils soient prêts à mettre des efforts pour atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Dans un autre angle aussi, là, on parlait beaucoup d'athlètes. On a parlé justement de tes clients tout à l'heure. Je ne sais pas comment ça fonctionne, exemple, dans la NFL directement. Si on compare dans la Ligue nationale, il y a beaucoup de marchés qui vont être plus attrayants pour des joueurs. Je pense à la Floride, par exemple, c'est populaire. Ou des marchés, des fois, qui sont un peu moins, comme Winnipeg à cause de la température. Dans la NFL, est-ce que tu entends des fois des marchés où tu vois avec tes clients que tu dis, crime, OK, ce marché-là, il est vraiment plus populaire qu'un autre? Je t'avoue que moi, mon travail, c'est juste les rentrer dans la ligue. Là. Quand tu n'es pas trop regardant après ça, de s'assurer. C'est sûr qu'on va regarder le fit. Si on a plusieurs offres, comme Anthony, on a eu 15 offres après le repêchage, on a choisi Tampa. C'était pas le seul Tampa. On a regardé nos options puis on a choisi. Puis il y a d'autres joueurs, on finit toujours par choisir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'exemple, si tu es libéré, il faut que tu trouves un autre club, mais si une équipe t'offre une opportunité, tu la prends. Mais en ce moment, je pense que vous suivez tout le sport. Je pense pas présentement, Houston n'est pas une destination de choix là, actuellement, mais ça peut changer très rapidement. Là. Oui. Ça peut changer en un mois. Je veux dire, comme il y a des destinations comme ça, des fois, que tu te dis au début, ah non, je ne veux pas y aller, mais après ça change tellement vite. Je veux dire, ça reste que on doit faire le travail, on doit faire ce qui est mieux, tu sais. Je veux dire, c'est pas une question de moins prisé. OK, je pense que ça prend beaucoup d'ampleur, ça. Mais au foot, ça dépend du fit. Il y a beaucoup avec le coaching staff. C'est quoi le game plan? Comment ça fit dans le match et tout. Donc ça, je pense que c'est important. Sacha, mettons, là, c'est super quétaine comme question, là, mais mettons qu'il y a un jeune qui est à l'écoute, qui veut devenir agent de joueur, puis qui est un crinqué à 12 ans peut-être, comme toi tu l'étais. Tu lui proposes quoi? Tu lui dis quoi pour aller dans cette direction-là? C'est quoi ton conseil? Ben, c'est de la persévérance, puis c'est de croire que tu peux le faire. Mais je pense que, honnêtement, puis ça va être drôle à dire, mais moi, je suis avocat puis je pratique encore le droit. Là. Ouais. J'ai jamais arrêté ma pratique du droit. Puis c'est parce que j'ai toujours vu être agent comme étant quelque chose d'agréable et plaisant. Mais d'un point de vue business, c'est une des pires business dans lesquelles tu peux être. Ah oui. Ah oui? Ben, pensez-y. Tes revenus dépendent d'une commission sur les contrats d'emploi de quelqu'un d'autre. Dans un sport au football qui n'est pas garanti. Parce que les contrats ne sont pas garantis. Donc,
Tu sais, si moi, mettons, je dois budgéter mon année, payer mon loyer, payer mon épicerie et tout, puis que tout mon planning est fait en fonction, OK, mais si lui fait l'équipe, si lui se blesse pas, ouf, c'est stressant, là. Ben oui. C'est vrai. Fait que moi, ça m'a toujours aidé de faire ma pratique d'avocat puis de continuer parce que je le fais, ma pratique d'agent, je le fais à ma manière, puis je m'amuse là-dedans. J'ai du fun, puis j'adore ce que je fais. Mais je me suis diversifié pour m'enlever cette pression-là. Puis je pense que pour les jeunes qui rêvent à faire ça, pensez à qu'est-ce que vous aimez d'autre faire parce que c'est tough rentrer dans ce milieu-là. Puis même quand tu te rends, c'est pas aussi glamour puis le fun que les gens pensent nécessairement de l'extérieur. C'est très difficile comme métier puis c'est à contacter. Donc, je pense que c'est important là, de comprendre ça puis que les jeunes comprennent ça aussi. Mais ta pratique du droit là-dedans, là, comment tu fais pour combiner les deux? Tu sais, jeune joueur, ça doit être assez temps plein comme job, puis avocat aussi, ça l'est quand même. Là. Tu sais, comment tu fais pour dealer avec ça? Une petite pratique, faut dire. OK, une petite pratique. J'ai une petite pratique. J'ai des clients fidèles depuis des années qui sont avec moi, que je les desserre. Mais c'est de l'organisation de temps, tu sais. C'est juste, moi, je m'organise, j'ai mon horaire, tu sais, j'essaie de bien organiser mes journées, puis d'être capable de bien... Jusqu'à maintenant, tout va très bien à ce niveau-là, puis d'avancer ça. Donc, voilà. Fait qu'on t'appelle si on est un bon athlète ou si on est au poste de police. même au poste de police, je suis pas la bonne personne. Mais c'est pas mon type de droit. Mais disons que pour autre chose, je pourrais être de service, effectivement. Et puis en terminant, Sacha, je sais que bon là, dimanche, justement, ça arrive, on est dans moins d'une semaine du match du Super Bowl. Tu nous l'as dit tantôt, probablement que tu vas avoir deux drapeaux avec du blanc et du rouge dessus. Tu t'attends à quoi pour ce match-là, justement, quand même que tes deux clients sont dans chacune des équipes respectives? Tu t'attends à quoi pour ce match-là? Je pense que c'est un bon match. Je pense que tu as Brady qui a beaucoup d'expérience. Je pense que Andy Reid et Mahomes, ils vont monter un excellent plan de match avec EB, en fait, le coordinateur à l'attaque, bien aimé, qui fait un excellent travail. Je pense que ça va être une question de quelle attaque va être capable de mieux performer. Je souhaite vraiment qu'Anthony va chercher sa bague. Je l'ai dit ouvertement, je m'en cache pas. J'aimerais vraiment ça qu'Anthony ait sa bague du Super Bowl. C'est un gars qui a travaillé tellement fort, qui vient de Notre-Dame-des-Pins. Il a toujours rêvé d'être dans la NFL. On parle beaucoup de Laurent, mais le parcours d'Anthony au foot, je veux dire, ce gars-là a joué 40 games habillé dans la NFL jusqu'à maintenant. Il est arrivé comme ailier rapproché d'une équipe universitaire canadienne. Il n'a jamais été sur l'équipe de pratique. Il a fait l'équipe tout le temps sur le 53. Puis, je pense que c'est à son honneur. Puis, j'y souhaite d'avoir une opportunité d'aller chercher cette victoire-là avec son équipe. Mais je pense que ça va être un bon match. J'espère que c'est un bon match parce que ce serait le fun pour les amateurs. L'année passée, de ce que je me suis fait dire à la télé, c'était un bon match. Sur place, c'était trop stressant pour être un bon match. C'était un excellent match. Puis, je pense que ça va être une question de qui va s'adapter, quelle défensive va s'adapter mieux durant le match. Puis, si la défensive des Bucs est capable de limiter Mahomes, ben, ça donne des belles opportunités. Mais si jamais ils ne sont pas capables, ça va être difficile. Et écoutes-tu ça d'ici cette année? Écoutes-tu ça de ton salon? Oui, je voyage pas. Je voyage pas avec les mesures en place du gouvernement depuis ça. Moi, de toute façon, c'était réglé depuis des mois qu'avec ce qui se passait, je ne voyageais pas aux États-Unis, en ce moment avec tout ça. Donc, à suivre. Bon, on va souhaiter un bon match. En tout cas, du moins, peut-être que ça va être aussi stressant dans ton salon directement. Mais chose certaine, ça va être un très bon match entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay. Le match a lieu dimanche. Sacha Gavami, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de ton temps aujourd'hui. Puis on souhaite un bon match également. Bien, merci à vous autres. Merci beaucoup. Salut, merci beaucoup. Salut. Ça marche. L'Entracte, mardi 19h.